d'être si content de bonheur. Chers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'avenir, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Ensemble unis dans la voie du ciel, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce moment. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité et merci de nous faire confiance en ce vendredi 22 novembre 2024. Nous vous disons encore merci de nous faire confiance et surtout d'être encore parmi nous pour essayer d'accompagner ce festin intellectuel où nous cherchons simplement à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci encore une fois d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous aurons 3 sujets. On va parler de l'entêtement de Gbagbo à vouloir se faire inscrire sur la liste électorale, quand finalement, lui et ses partisans se dégonflent pour revenir sur terre. On va parler de ça. Et c'est un sujet qui a été tiré du journal en ligne l'avenir.ci, et le deuxième sujet, c'est un sujet qui a été tiré de pulse.ci. On va parler du blanchiment d'argent sale, comment ça se passe. On va expliquer comment ceux qui font du trafic de l'argent sale, comment ils utilisent ça pour remettre ça dans le système et quelles sont les différentes stratégies qu'ils utilisent. On va parler de cela, mais bien avant, on va vous parler du budget de fonctionnement de l'année 2025. Combien chaque ministère aura en 2025 pour pouvoir fonctionner? Ils ont eu déjà à passer, depuis le lundi passé, devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et donc, on va vous expliquer les projets de budget qui ont été validés et qui ont été présentés à l'Assemblée nationale. Et donc, le gouvernement ne travaille pas dans le vide. Voici la dotation budgétaire 2025 de chaque ministère. En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, pour simplifier la situation, le ministère des Affaires étrangères, en 2025, ils auront un budget de 146 milliards 936 millions 580 111 francs CFA. Le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, eux, ils auront un budget de fonctionnement de 4 milliards 775 millions 943 705 francs. Le ministère d'État, ministère de la Défense, ce ministère aura un budget de 441 milliards 598 millions 415 322 francs CFA. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, eux, ils auront un budget de 836 milliards 771 millions 843 696 francs CFA. Le ministère pour le garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ils auront un budget de 122 milliards
499 716 903 francs CFA. Le ministère qui aura le plus gros budget en 2025, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Eux, ils auront un budget de 1439 milliards 579 194 349 francs CFA. En ce qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, eux, ils auront un budget de 328 milliards 487 54 349 francs CFA. Au titre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, eux, ils auront 162 milliards 148 500 550 francs CFA. Ministère des Finances et du Budget, eux, ils auront 527 milliards 648 374 384 francs CFA. Le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, et ils auront un budget de 29 milliards 85 502 907 francs CFA. Le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, 44 milliards 319 673 372 francs CFA. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, 45 milliards 599 372 669 francs CFA. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, eux, ils auront un budget de 747 milliards 805 708 873 francs CFA. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 29 milliards 449 633 835 francs CFA. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, 69 milliards 103 595 918 francs CFA. Et pour terminer, le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, eux, ils auront 64 milliards 773 379 117 francs CFA. Vous voici présentés les budgets que vont utiliser chaque ministère pour pouvoir travailler. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État fonctionne correctement. Ça veut dire que ces sommes aujourd'hui, grâce au gouvernement du président Ouattara, nous sommes aujourd'hui capables de prendre le peuple comme témoin contre les institutions de l'État. Aucun ministère ne peut venir nous dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu les moyens pour travailler en 2025. Aucun ministère ne peut nous donner aujourd'hui une justification pour dire que le travail n'a pas été fait. Mais le plus important, c'est comment exploiter ces informations. Par exemple, quand vous prenez le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, vous voyez qu'il y a 64 milliards 473 379 117 francs CFA qui vont là-bas. Et imaginez 64 milliards qui est mis à la disposition du peuple et qui est mis à la disposition même des plus pauvres parmi nous. Ça n'a rien à voir avec les filets sociaux et autres. Voilà des efforts que l'on peut saluer du côté du gouvernement. Quand on prend par exemple le ministère qui a eu le plus lourd budget, celui de l'enseignement national et de l'alphabétisation, c'est très important. Ça veut dire que les écoles, ceux qui les animent et surtout tous les instruments qu'il faut, l'État a aujourd'hui les moyens de donner un enseignement de qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement d'importance pour la simple et bonne mesure
qu'un État qui n'a pas un système d'éducation de base assez solide et assez fiable est un État qui va forcément tomber. Et si je m'en tiens aux autres ministères, vous voyez déjà que le pays fonctionne correctement. Maintenant, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité en tant que peuple et en tant que citoyen, l'argent là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Si vous voyez qu'il y a un ministère qui ne travaille pas là, sortez et puis venez leur demander. Ah, 500 Kamilé, ministère de la Justice. On t'a donné 122 milliards 999 millions 716 903 francs CFA. Quel est le problème? Pourquoi on ne voit pas le travail sur le terrain? Ce n'est pas un problème d'argent. Or, le problème d'argent est le plus difficile. Mais ça a été déjà résolu. C'est avec le gouvernement Ouattara, on voit par anticipation et de façon claire. Figurez-vous que aucun gouvernement avant le président Ouattara n'agissait de cette façon-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a une bonne gouvernance qui est là. Et c'est annoncé. Et les ministères ont obligation de nous dire aussi, partout où chaque centime sera utilisé, c'est à nous de veiller à ce que cela soit fait correctement et de pouvoir rendre compte au peuple comme il se doit. Et donc, chers peuple, chers tous, notre responsabilité est entre nos mains. Soit nous prêtons attention à la gestion de ces différents ministères et nous leur demandons obligatoirement d'avoir des résultats pour que le peuple soit satisfait. Et c'est très important. Et n'ayez pas peur parce que c'est nous, notre argent. Et c'est à nous de prendre la responsabilité que ce soit bien géré. Et donc ne soyons pas complaisants et essayons d'aider le gouvernement à réussir ses missions. Ceux qui disent que le pays a été endetté, c'est aussi une réponse pour vous dire, voilà quand on endette le pays là, voilà comment on fait pour que les Ivoiriens et les Ivoiriens puissent s'en sortir. Quand il dit que le pays est endetté là, c'est parce que par anticipation et de manière très organisée, on arrive aujourd'hui à prendre 441 milliards 598 millions 415 francs CFA, 415 322 000 francs CFA pour payer des armements en 2025, pour assurer la sécurité. Ça, c'est le budget du ministère de la Défense. Sans oublier celui de l'Intérieur, que je peux tout classer ici au niveau de la sécurité, qui est de 836 milliards 771 millions 840 696 francs CFA. Maintenant, quand vous faites la somme de ces deux ministères, vous comprenez pourquoi la sécurité en Côte d'Ivoire est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Et ça, c'est un gouvernement responsable qui peut le faire. Et non un gouvernement qui est dans la plaisanterie ou bien simplement dans l'improvisation. Sujet numéro 2. Blanchiment d'argent, comprendre le phénomène qui est inquiétant. Et comme je vous ai dit, c'est un sujet qui a été tiré de Pulse.ci. Ceux qui vendent la drogue, ceux qui font les mauvaises choses et puis gagnent l'argent, et puis ils savent que ce n'est pas de l'argent qui a été acquis de la belle des manières. Après, il y a un problème qui se pose. Comment on va faire et puis cet argent-là, on va pouvoir l'utiliser tranquillement sans avoir de problème. Alors là, ces personnes ont trouvé des stratégies et ici, on va expliquer ces stratégies de façon très simple pour que les uns les autres puissent comprendre. S'il y a bien un terme qui alimente les conversations en Côte d'Ivoire ces dernières années, et plus encore ces dernières semaines, c'est celui du blanchiment d'argent. Donc, aujourd'hui, là, qui peut dire qui ne sait pas ce qu'on appelle le blanchiment d'argent? Le blanchiment d'argent, c'est l'argent qu'on gagne dans la prostitution, c'est l'argent qu'on gagne dans les crimes, c'est l'argent qu'on gagne dans la vente de la drogue, c'est toute somme que tu gagnes dans un travail que tu te caches pour faire. Si tu te caches pour aller voler, si tu fais détournement de fonds, toi on t'a mis quelque part, et puis toi tu détournes, dans un ministère tu détournes l'argent là, ça devient de l'argent sale. Toi tu es là, tu as fait une petite pâtisserie, mais au fond cette drogue tu vends, l'argent que tu gagnes là, c'est de l'argent sale. Toi, tu t'en vas à Dubaï, tu reviens. L'argent que tu as eu dans Dubaï Portipota là, c'est l'argent sale. Toi, tu es là, tu dis tu es femme leader, alors que ton métier, c'est de prendre les filles des gens pour les prostituer
au grand type du pays, et puis tu dis tu as salon de massage, de spa, alors que tu sais que c'est faux. Client ne rentre pas, mais chaque jour tu te retrouves avec 10 millions. C'est l'argent sale, parce que c'est de l'argent qui est fait sur du trafic humain. Voilà autant de possibilités de faire de l'argent sale. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, lui n'a pas entendu parler de l'argent sale. Parce que tout dernièrement, on vient de nous mettre sur la liste grise du GAFI. Le GAFI, c'est un organisme international qui essaye de regarder les pays où l'argent sale circule, et puis maintenant ils essayent de faire des évaluations. Si ton cas est grave, on te met sur la liste noire. Si ton cas peut être encore étudié et on peut te sauver, on te met sur la liste grise. Nous là, on est sur la liste grise Côte d'Ivoire. Maintenant, si ton pays est propre, que ton pays a fait des efforts, on te met sur la liste blanche. Cette recrudescence d'intérêt est liée à l'actualité sociétale ivoirienne, marquée notamment par le dossier Apuchu National, Lionel PCS. On dit encore que ceux qui n'ont pas appris le problème avec la GAFI, que si vous ne savez pas ça là, si vous êtes sur Internet mais vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez entendu qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté à la télévision sur Internet avec beaucoup d'argent dans un sac Gucci et maintenant qui fanfaronnait. Quand on a attrapé l'individu, on lui a demandé l'argent là, tu as fait comment pour avoir? L'argent là, c'est quitté où? Il dit, ah, c'est pas pour moi. L'argent là, c'est pour un certain Lionel PCS. Lui, il n'a que 21 ans, mais 22 ans. On dit tout l'argent là, tu as enlevé où? C'est vrai, comme disait quelqu'un, la valeur n'attend point le nombre d'années, mais en même temps aussi, quand on regarde le nombre de tes années, on se demande, toi, tu es né quand pour avoir l'argent jusqu'à tes comptes sont remplis, jusqu'à tu prends même pour venir t'amuser avec. Ça là, quand on a demandé là, ils n'ont pas pu expliquer. Maintenant, le procureur a mis son nez dedans. Quand le procureur a mis son nez dedans, il se trouve que l'affaire là, c'est très lourde. L'affaire là, c'est lié même déjà à la BCAO qui suit la Côte d'Ivoire. C'est lié au blanchiment de l'argent du terrorisme. Ça veut dire, l'argent des terroristes, on fait passer ça par le roi 21-21. Lui, là, c'est bon petit en Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils essayent de laver l'argent là en disant non, 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 on est comme ça, on est comme ça. Mais blanchiment d'argent là même, comment ils font? Parce qu'on va parler tout français là. Mais il faut expliquer simplement. Mais avant d'expliquer blanchiment d'argent, je vais encore expliquer ce que c'est que les différentes étapes que ceux qui prennent de l'argent sale, on vous a déjà expliqué ce que c'est que l'argent sale. Quand ils ont l'argent sale là en main là, quelles sont les 3 étapes en général que ceux qui ont l'argent sale suivent? La première étape qu'ils suivent, on appelle ça le placement. Ça veut dire, on a l'argent sale en main. On a l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution, l'argent des trafics humains. On a eu l'argent là, ça est dans notre main. La première étape qu'on va faire, c'est le placement. Les fonds illégaux sont introduits dans le système financier, notamment via des dépôts bancaires, des achats immobiliers ou des investissements. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller directement déposer l'argent à la banque. Et généralement, on peut avoir des complices à la banque qui peuvent, on peut leur donner des quotas, et ils peuvent fermer les yeux, on dépose l'argent là-bas. Ou bien, on se promène dans la ville, on lance des gens dans la ville pour chercher, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut vendre sa maison? Et puis on vient, on paye. Ou bien directement, on prend ça, et puis on dit qu'on est en train de faire un investissement, qui ne se souvient pas de l'agro-business. C'était du blanchiment d'argent. Si on t'explique comme ça, tu comprends tout. On fait semblant d'investir. On fait semblant de créer des sociétés fictives. Et on dit, on va rémunérer les gens. Et donc, on appelle ça le placement. Et donc, voilà ce que c'est que le placement. On essaie de mettre l'argent sale là dans le circuit. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'empilement. C'est quoi l'empilement?
Ces fonds sont ensuite fragmentés ou déplacés à travers une série de transactions complexes pour embrouiller l'origine. Quand on a pu mettre ça dans le système, soit à la banque, ou bien dans un achat immobilier pour payer une maison, ou bien pour payer des terres, ou bien pour créer une entreprise fictive comme par exemple l'agro-business, toi tu déposes 10 francs, 10 jours après tu as 2000, toi-même tu dois savoir que l'argent là, ça ne pleut pas, c'est pas clair, mais on est dedans seulement. Donc une fois qu'ils ont fini d'avoir une stratégie pour placer l'argent, il y a une deuxième étape qu'on appelle l'empilement. L'empilement, c'est quoi? L'argent sale qui a été mis dans le système là, pour ne pas qu'on attrape ceux qui sont les vrais propriétaires de l'argent, ils vont maintenant, ils essayent de créer des systèmes pour faire des transactions. Par exemple, j'ai acheté, si on prend par exemple, j'ai déposé de l'argent ici. Après, je suis venu retirer à la banque. Quand j'ai retiré à la banque, je suis allé ici, j'ai fait ceci. Après, j'ai payé cela. Après, ça m'a rapporté. Donc, ils essayent de multiplier les différentes transactions pour complètement mélanger l'origine de l'argent sale. De sorte que même si tu veux retracer l'origine, ça a tellement tourné que ça devient difficile. Et la troisième stratégie, c'est l'intégration. Enfin, l'argent est réinjecté dans l'économie légale, souvent sous forme d'investissement ou d'acquisition légale. Et là maintenant, ils essaient maintenant de réinjecter à nouveau l'argent dans l'économie légale, ou bien sous forme d'investissement ou bien d'acquisition légale. Et donc voilà les trois stratégies qu'ils utilisent. Les conséquences économiques et sociales. Le blanchiment d'argent fragilise le système financier en faussant les données économiques et en déstabilisant les marchés. Les gens vont se dire, mais ça là même là, ça a quel problème sur nous? Ok. Si par exemple là, il y a trop de blanchiment d'argent dans un pays, toi, simple terrain, comme disait notre frère la dernière fois, qu'on vendait à 5 millions avant là, ceux qui sont avec l'argent sale là, eux n'ont pas travaillé correctement comme toi. Ce même terrain-là, eux vont venir proposer 20 millions, 50 millions, ils vont payer. En réalité, ce n'est pas le terrain qui les intéresse. C'est comment remettre l'argent sale là à quelqu'un en disant qu'eux, ils ont payé un terrain. Et donc, tu vas voir, le prix des objets et le prix de toute chose devient très énorme. Ce que tu devais payer à 5 millions de terrain, là, on va te vendre ça à 100 millions. Toi, tu ne comprends rien de là. Tu dis, mais les gens font comment pour avoir l'argent là? Mais c'est parce qu'ils sont dans l'argent sale. C'est toi qui travailles proprement, toi qui as fonctionné, mais toi qui vas travailler toujours là. C'est toi qui souffres. Sinon, eux ne souffrent pas. Tu n'as jamais entendu à Abidjan qu'on dit que Gao vit à l'aise? Quand on te dit Gao vit à l'aise là, ça veut dire, c'est toi qui ne sais pas où les choses vont. Sinon, ceux qui savent là, eux profitent du système. Ce terme là, ça fait 3 ans qu'on utilise. Si tu ne savais pas là, c'est ça. Donc, la première conséquence là, de l'argent sale là, c'est que ça fragilise le système financier. Ceux qui travaillent comme les cyclones, comme les moments salis là, pour aller chercher l'argent là, eux, leur argent va jamais leur suffire pour avoir un terrain. Leur argent va jamais leur suffire pour avoir quelque chose en termes d'investissement. Parce que tous ceux qui ont l'argent sale là, si on dit quelque chose coûte 10 000 là, eux vont donner 200 000. Et ça déstabilise. Ça veut dire ceux qui sont les vrais travailleurs là, eux là, ils n'ont plus la capacité de pouvoir s'acheter quelque chose. Mais le pire, c'est que ça force les données économiques. Par exemple, comme disait notre père Walter, par exemple, les systèmes de transfert d'argent à l'international comme PayPal, comme la banque Western Union, comme MoneyGram, comme RIA par exemple, on va voir qu'il y a des flux d'argent qui viennent, on ne comprend pas. Et en même temps, il y a de l'argent qui circule, mais ce n'est pas des sommes vraies. On n'arrive pas à retracer la traçabilité. Donc, ça fait que ça complique la compréhension des transactions qui sont faites. Parce que beaucoup d'argent sale circule de main à main sans que ça ne rentre dans le circuit proprement dit. Il alimente également la criminalité organisée et la corruption, sapant la confiance des citoyens et des investisseurs dans les institutions publiques. Maintenant, quand c'est comme ça aussi, l'argent sale, là, ça va toujours de pair avec la corruption. Par exemple, figurez-vous que, par exemple, moi, j'ai une mine où on enlève de l'argent. Quand on enlève de l'argent là-bas, de l'or, maintenant, c'était pour alimenter le djihadisme. Maintenant, est-ce que l'or là, comment on va faire? Si on a vendu l'or là, l'argent là, on va placer où?
On va trouver un banquier, lui, on va lui donner ses 10%. Chaque fois qu'on vient déposer l'argent, ils attendent, lui vient déposer, lui prend ses 10%. Donc, dans un pays où il y a beaucoup d'argent sale, il y a beaucoup de crimes et il y a beaucoup de corruption. Et quand c'est comme ça, là, ça fait que les citoyens finissent par perdre confiance. Et ceux qui sont les investisseurs, ils viennent, ils disent, mais votre pays n'est pas sécurisé parce qu'il y a trop de corruption et il y a le crime organisé qui est là. Et donc, ça fait que les gens fuient le pays. Dans les pays en développement comme la Côte d'Ivoire, son impact est particulièrement néfaste. Dans les pays qui sont en voie de développement comme la Côte d'Ivoire, dans les pays qui ne sont pas développés comme la Côte d'Ivoire, le blanchiment d'argent même encore est plus grave dans ces pays-là. Pourquoi? Il prive les États des ressources fiscales essentielles au financement des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Quand trop d'argent sale circule, ça fait que l'État en place n'a plus les capacités de pouvoir recueillir les impôts qu'il fallait. Alors qu'on voit l'argent circule. Mais comme ça ne circule pas de la bonne des manières, l'État ne peut pas retirer beaucoup de taxes et d'impôts pour pouvoir aider à construire les infrastructures, ou même à aider dans la santé, ou même à aider dans la sécurité, ou même dans l'éducation. Au-delà des effets économiques, le blanchiment d'argent accentue également les inégalités sociales et les déséquilibres dans les répartitions des richesses. C'est ce que je vous disais. Dans un pays où trop d'argent sale circule, ça crée un déséquilibre entre les personnes qui travaillent honnêtement, qui gagnent leur vie honnêtement, et les personnes qui ne gagnent pas leur vie honnêtement. Toi, tu es là chaque jour, tu sors à 5 h du matin pour rentrer à 22 h, mais ton voisin d'à côté, lui, il est là, toujours il est à la maison, mais tu le vois dans les grosses voitures, en train de faire des grandes réalisations, tu ne comprends rien, et ça finit par créer des frustrations, ça crée des inégalités sociales, ça déséquilibre la société, et ça fait que les richesses sont donc reparties de façon injuste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'il y a une lutte mondiale contre le fléau. La lutte contre le blanchiment d'argent mobilise des acteurs à l'échelle locale et internationale. On ne peut pas simplement lutter contre le blanchiment de l'argent sale dans son pays. Il faut que tu sois avec des partenaires internationaux qui vont t'aider. Des gouvernements aux organisations comme le GAFI, le groupe d'action financière, des mesures législatives renforcées et des outils technologiques sophistiqués sont mis en œuvre pour détecter et prévenir ces activités illicites. Et donc, vous voyez que les gouvernements du monde entier travaillent ensemble. Vous voyez que la Côte d'Ivoire, avec le GIZ, ont organisé un institut allemand, ont organisé des stratégies pour former nos magistrats. Vous voyez qu'au niveau même de l'Assemblée nationale, il y a de nouvelles lois qui ont été prises. Et aussi, à l'international, grâce aux collaborations avec Interpol et avec d'autres organismes, on met tout un ensemble de stratégies en place pour pouvoir lutter contre l'argent sale et ses impacts négatifs. En Côte d'Ivoire, cette mission est confiée au pôle pénal économique et financier. En Côte d'Ivoire, la structure qui est spécialisée dans la lutte contre les activités illicites, le blanchiment d'argent et toute forme de crime économique, même les détournements au sommet de l'État, ceux qui volent l'argent, c'est le pôle pénal économique qui s'occupe de ça. Si tu te retrouves au pôle pénal économique, c'est que les problèmes ont commencé pour toi. Pôle pénal économique, là, ça a été créé en janvier 2020. Et c'est une institution autonome. C'est une institution qui ne dépend de personne. Ça dépend directement du président de la République. Mais c'est une institution qui travaille directement. C'est pourquoi vous, quand on attrape des gens et puis vous appelez là, la madame là, elle ne se fatigue pas. Elle appelle directement le président et lui dit, ah président, quand tu as voté en janvier 2020 là, tu m'as mis, tu dis de faire le travail là. La loi numéro 2022-193 du 11 mars 2022, tu as dit que nous sommes autonomes. Et donc là, il y a des gens qui veulent saper notre autonomie. Voici leur nom, voici ce qu'ils ont fait, voilà le coup d'appel qu'ils ont donné ici. Spécialisée dans les affaires de délinquance économique et financière, cette juridiction est chargée de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions liées à ce domaine. C'est ça leur spécialité. Si tu vois quelqu'un, je n'ai pas dit de faire par jalousie mais par mensonge. Si tu vois quelqu'un qui est en train de faire ça là, tu tapes simplement pôle pénal économique et financier. Si tu tapes ça sur Google là, tu vas voir leur numéro de téléphone. Quand tu tapes là, ça va sonner. C'est les anciens téléphones là avec fil là.
Allô? Vous êtes là? Oui, nous sommes là. C'est le pôle pénal économique et financier? Oui. Ok. Moi, mon voisin là, il ne travaille pas, hein? Voilà les détails qui sont là. Est-ce que vous ne pouvez pas nous visiter un peu? C'est pas méchanceté, hein? Je ne suis pas un sorcier. Ou mais si vous voulez, je peux me rendre où vous êtes pour vous expliquer. C'est pas sorcier. Faut taper pôle pénal économique et financier. À l'instant où je suis là, tu vas voir leur numéro de téléphone où ils sont situés. Si tu vois quelque chose qui n'est pas bien là, tu peux aller leur dire. On ne va pas prendre ton nom, on ne va pas donner ton nom à quelqu'un. Si tout ça c'est difficile là, tu pars en ligne, tu tapes Spatia, tu mets les informations là-bas. Il n'y a pas de problème. Eux vont donner ça au pôle pénal économique et financier. Et donc là, si toi et puis moi on s'assoit pour ne rien faire, en pensant que c'est la madame là qui va se lever pour se promener là, tu as tiré dans l'eau. Les gens sont là, nous on travaille, sinon on est les idiots. Eux ils sont là, ils se foutent de nous. Il faut qu'on leur rende la vie difficile. Il faut qu'on les signale. Chaque citoyen peut jouer un rôle clé dans cette lutte en signalant les comportements suspects et en refusant de participer à des transactions douteuses. Donc, ils disent de vous dire que tous les citoyens peuvent participer. Je n'ai pas dit de faire la sorcellerie. Je suis contre Idrissa Aïdara. Comme moi, ma pauvreté m'a rendu sorcier. Comme lui, il travaille dur là. Je me demande pourquoi lui, il gagne l'argent. Mais c'est parce qu'il travaille. Je m'en vais le signaler. Ça aussi, c'est pas bien. Mais si ce que je vais faire là, moi-même, je vois que c'est des gens qui sont... Ah non, moi, je fais ça vite, propre. Et si tu ne peux pas faire là, moi, il faut m'appeler seulement. Tu me donnes le nom et les informations là. Moi, je vais appeler directement pour dire... Sans état d'âme. Mais avant de faire les fonds, me donner la preuve aussi. Je vais te coincer pour avoir des preuves avec toi parce que je n'aime pas la honte. Et la sensibilisation demeure également un levier essentiel pour minimiser l'impact du blanchiment d'argent sur nos sociétés. Et il faut aussi informer nos parents, leur expliquer c'est quoi le blanchiment d'argent, quelles sont les conséquences, quels sont les dangers que court notre société. Il faut que nos dirigeants continuent à sensibiliser les gens. C'est ce qui va leur permettre de bien comprendre et puis aussi de s'engager et de signaler et puis de ne pas aussi participer dans ces mauvaises actions. Sujet numéro 3. Forcing pour l'inscription de Laurent Gbagbo en minuscule sur la liste électorale après la fin de l'enrôlement. Le PPACI se dégonfle et revient sur terre. Quand tu attends certains comme le PPACI là, hey, si on n'inscrit pas le nom de Gbagbo là, vous allez voir le pays va brûler. Si l'enrôlement, hey, là où on vous attendait pour voir si vous étiez des garçons à Bolo là, c'était quand l'enrôlement se faisait là. Vous venez là avec bon de vos militants pour les inscrire. Et puis on dit, le RHDP est en train de trembler parce que là, le FPI PPACI est venu avec 10 000 personnes ici, 15 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Ils ont inscrit 3 millions de personnes. Leurs militants qui boycottaient avant là, ils se sont levés maintenant. Ils disaient qu'ils ne sont plus d'accord. Ils sont venus là. Ils ont inscrit leurs gars. Le RHDP est en train de trembler. C'est là qu'on vous attendait pour montrer que vous êtes des hémistoques. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a toujours dit de vous là, que vous êtes des minoritaires, des sectaires. Vous n'avez pas de militants. Voilà la réalité qui vous a rattrapé. L'enrôlement là, ça a été une séance de désciencement. Ah non, moi je veux qu'on inscrit 12 millions de personnes. Tidiane Thiam, où sont les 12 millions de personnes? Ça veut dire que tu es déconnecté de la réalité de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu ne sais pas faire la différence entre un mineur et un nouveau majeur. Ça veut dire que tu es déconnecté de la réalité quand tu dis que toi tu ne sais pas, que toi tu vas lutter pour qu'on compte les résultats bureau par bureau. Mais ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que Yang Jin Choi a fait. Dans les 19 régions électorales, là, il a placé des gens pour compter. Et dans les différents bureaux de vote, il avait placé des gens qui lui donnaient les résultats bureau de vote par bureau de vote. Voilà comment il a pu compiler et contester la position de Gbagbo ou de la LMP. Et donc, après avoir fait tout ce cinéma, en se donnant l'impression d'être fort alors qu'ils ne sont rien, aujourd'hui, le PPACI s'est dégonflé maintenant. Ils sont revenus sur terre maintenant. Ils ne parlent plus de brûler le pays. Ils ne parlent plus de la CEI qui va renverser le pays dans les enfers.
Les responsables du PPACI semblent être revenus à des meilleurs sentiments s'agissant de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On dit maintenant, là, eux-mêmes, là, ils veulent digérer leur honte. Après avoir longtemps bandé les muscles, ils reviennent sur terre alors que leur leader reste radié de la liste électorale. C'est vous là. C'est vous qui dites que c'est chaud. C'est vous qui dites que c'est froid. Sinon là, nous on est tranquille. Parce que tout ce que vous avez dit là, vous avez gonflé vos muscles là, ça n'a pas inquiété quelqu'un. Hey, au moment où vous étiez au pouvoir là, on a coupé votre queue. C'est pas maintenant où vous êtes des vers de terre que vous allez inquiéter quelqu'un. On vous dit ça toujours, mais tellement vous êtes bêtes, c'est vous qui ne comprenez pas ça. Maintenant là, pourquoi maintenant vous êtes revenu sur terre, vous vous êtes calmé maintenant, alors que Laurent Gbagbo est toujours radié, il ne peut même pas voter. Pourquoi vous vous calmez? Alors que c'est maintenant même vous devez chercher à gâter le coin. C'est que ces partisans de Laurent Gbagbo, à tort ou à raison, que les lignes ont bougé depuis que la délégation du PPACI a rencontré le bureau central de la commission électorale indépendante, la CEI. À la demande du PPACI, ils ont en effet eu une séance de travail avec les commissaires de la CEI, avec à leur tête le premier responsable de cet organe, le magistrat Ibrahim Coulibaly Kubière. Au sortir des échanges qui se sont tenus il y a une semaine jour pour jour, soit le mercredi 13 novembre 2024 au siège de la CEI, l'on a eu le sentiment que les faucons du PPACI ont rengainé le sable. Leurs premières déclarations ont laissé penser qu'ils ont abandonné le langage guerrier qu'ils proféraient. Il y a encore quelques jours pour adopter un ton plus conciliant. Nous avons aussi parlé parce qu'on ne peut pas venir ici sans parler de cela, de la situation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et là aussi, le président de la commission et les membres de la commission électorale indépendante ont estimé que c'est un dossier important. Nous avons eu ici des oreilles attentives. Une oreille attentive du président de la CEI, a déclaré le chef de la délégation Sébastien Danon Djedje. Un ton qui tranche avec les propos corrosifs, proférés depuis quelque temps par les dignitaires du PPACI. En effet, il n'y a pas si longtemps, certaines grandes gueules du PPACI comme Kwao Justin, Kone Katina et Damana Pikas ne rataient aucune occasion pour faire planer sur le pays la menace d'une insurrection ou d'un soulèvement populaire si leur leader Laurent Gbagbo n'était pas réintégré sur la liste électorale. Sans Gbagbo, pas d'élection en 2025, menaçait-il. L'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est pas négociable. Là. Rageait certains. D'où vient-il alors que ces mêmes qui bandaient les muscles hier en viennent aujourd'hui à adopter un ton de félin? Et dans tout ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai raconté. Qui ne connaît pas Kone Katina Justin? Si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, avec sa grosse bouche là, tu entends comme ça, sa bouche là se gonfle, on dirait périgeois, ça se dégonfle. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Quoi, Justin qui sort, nous n'allons jamais négocier la présence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Simone Gbagbo qui dit, la CEI va brûler la Côte d'Ivoire, etc., etc. Vous avez fini de faire tout ça là-haut. On n'a pas mis son nom. C'est pas la réunion là qui va mettre son nom aussi. On vous a dit ça. C'est que vous voulez cacher pour donner faux espoir à vos militants là. On est sorti, on a tout dézingué. On a tout expliqué ici. Mais pourquoi maintenant vous vous calmez comme des colombes? Qu'est-ce qui ne marche plus? Est-ce que la violence n'est pas une solution sûre pour réussir le résultat? Mais la réalité, c'est que rien ne changera. Le PPACI se prend à rêver. Vous êtes dans un rêve. Ce changement de ton semble être consécutif au message que la délégation du PPACI a cru percevoir de certains pans des propos tenus par M. Coulibaly Kubière à l'issue de la rencontre. Sur la question de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous avons discuté de droit et d'humanité. Il y a ce que dit le droit et ce que requiert l'humanité. Nous pensons nous être bien compris sur ce point et les démarches nécessaires se feront peut-être à l'abri des regards pour des raisons de discrétion
avait déclaré le mercredi le président de la CEI. Des propos qui ont été compris par les responsables du PPACI comme un signe de l'équation de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et comme étant une solution trouvée à une issue heureuse. En témoignent les commentaires qu'en font à l'heure une les journaux proches de ce parti au lendemain de la rencontre entre la CEI et le PPACI. Et donc, en voulant mal interpréter par mauvaise foi ce qui a été dit, dès le lendemain, il ne fallait pas voir dans leurs journaux. Retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Enfin, Coulibaly Kubier calme le jeu et rassure le pays, exultait le journal La Voix originale. Il y a un autre journal qu'on appelle le Quotidien d'Abidjan. Eux, ils en déduisaient comme des diseurs de bonne fortune. Élection 2025. Gbagbo sur le chemin du palais présidentiel. Tout sur le discours révélateur de Kubier. On peut se blaguer toi-même comme ça. Mais bon, c'est leur choix. Mais ça ne fait pas la réalité. Mais le PPAC a deux choix. Ils ont deux options possibles. On le voit donc. C'est ce qu'a dit le président de la CEI sur le cas Gbagbo qui a amené le PPACI et ses responsables à changer de disque. Et pourtant, rien n'est encore décidé s'agissant de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, même si les propos de Kubier ont pu laisser croire qu'un retour de Gbagbo sur la liste électorale est envisageable. Encore faut-il que d'ici là, l'Assemblée nationale soit d'abord saisie et que par la suite, la majorité des 50 plus 1, elle adopte une loi d'amnistie pour effacer les faits ayant conduit à la décision de justice privant Laurent Gbagbo de ses droits civiques et ayant par ricochet entraîné sa radiation de la liste électorale. Ou que toute autre solution politique soit trouvée à ce dossier qui mélange les calculs du PPACI dans la perspective de la présidentielle de 2025. En attendant, le parti de Laurent Gbagbo s'accroche comme à de la fumée aux propos dopants du président de la CEI. C'était un article tiré de l'avenir.ci. Et donc, voilà des gens qui se sont fait passer pour des durs à cuire et qui veulent transgresser les lois de la République en pensant qu'eux, ils sont plus malins que tout le monde. Hé, Coulibaly Kubier, là, lui-même, là, il peut rien faire pour Laurent Gbagbo. Donc, ce qu'il dit, là, ça ne peut rien changer. Et ce qu'il a dit, là, vous ne voulez pas comprendre ce qu'il a dit. Il dit ce qui est de l'ordre du droit, là, va être traité dans le droit. Et ce qui est de l'ordre de l'humanisme sera traité dans l'humanisme. Le problème de Gbagbo, là, c'est un problème avec la justice. Maintenant, comme vous voulez qu'on vous blague, la meilleure solution, là, vous partez à l'Assemblée nationale, vous arrivez à déposer un projet de loi d'amnistie pour effacer les crimes de Laurent Gbagbo. Et là, si la majorité des députés, même s'il y a plus un qui arrive à le faire, vous n'avez même pas besoin de quelqu'un, ça passera. Ou bien, vous vous arrangez, vous trouvez une autre posture. Et moi, la solution que je vous propose, c'est la violence. Utilisez la violence pour mettre le nom de Laurent Gbagbo. Parce que ceux qui vous blaguent là, c'est ceux qui ont le temps pour vous blaguer. Utilisez la violence. Mais entre-temps, moi j'ai 2-3 choses à vous dire rapidement. On a fini l'inscription. Hier, la CEI est sortie. Ils ont donné le chiffre total des personnes qui ont été inscrites. Contrairement à 4 millions, à 12 millions, 8 millions, ou même à ceux qui sont en train de se distraire pour dire que ça va continuer, mais ça ne va pas continuer. Tidjane Thiam a saisi l'international. C'est faux. C'est fini. Il y a 1 461 personnes, 461 881 personnes. Je répète, 1 461 081 personnes. Ce sont ces personnes qui ont été inscrites sur la liste électorale en 2024. Il y a 794 544 hommes et 666
537 femmes. Maintenant, la commission électorale indépendante, pendant ces enrôlements-là, il y a eu 1207 personnes sur lesquelles des demandes de radiation ont été déposées. Et ces personnes, en majorité, sont des personnes décédées. Voilà la réalité qui est en face de vous. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de s'amuser. J'ai vu dans certains journaux, Tidiane Thiam a saisi l'international. Il faut qu'on relance. On ne va pas relancer. Et ce n'est pas moi qui vous le dis. Quand les ministres sont partis se réunir le mercredi passé, aujourd'hui c'est vendredi, hier c'était jeudi, avant-hier c'était mercredi là. Quand les ministres sont partis se réunir là, ce qu'ils se sont dit là, leur porte-parole est sorti, il est venu dire ici devant nous tous. On va écouter. Ils disent, il n'y a plus de rallonge, il n'y a plus d'augmentation. Peut-être que c'est moi, quand je parle là, ça ne vous plaît pas. Mais je vais faire écouter ça ici pour que tout le monde entende. Il n'y aura plus de prolongation. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis André Assemian, journaliste à l'AFTV. La révision de la liste électorale a pris fin le dimanche dernier et certains partis politiques réclament une prolongation de la révision de la liste électorale, sachant qu'on n'a pas atteint les 4,5 millions de nouvelles personnes enrôlées sur la liste électorale. Est-ce que le gouvernement comprend ces revendications de l'opposition? Est-ce qu'on pourrait envisager une nouvelle prolongation? Merci. Déjà, je voudrais signaler que ce n'est pas la première fois que nous n'atteignons pas les objectifs que la commission électorale se fixe en termes donc d'inscription de primo-votants. Ce n'est pas la première fois que chaque fois qu'on lance des enrôlements, toujours on a une idée sur le nombre, mais ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Parce que ceux qui veulent venir s'inscrire ont le droit de s'inscrire. Comme ceux qui n'ont pas envie de s'inscrire ont aussi cette possibilité de ne pas s'inscrire. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir s'inscrire. Donc si on n'atteint pas là, ce n'est pas en 2024, en 2010, ça a toujours été comme ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller mettre son nom sur la liste électorale. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. Je ne voudrais pas qu'on en fasse un événement particulier. Les évaluations des primo-votants se font de façon automatique. À partir du taux de croissance de la population. Donc, on imagine le nombre de personnes qui devraient avoir l'âge de voter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription sur la liste électorale est libre dans notre pays, tout comme le vote est libre. Tu as entendu? Si tu veux là, tu t'en vas t'inscrire. Si tu veux là, tu boycottes. Si tu veux là, tu dis rien, même tu fais pas. On s'en fout. Parce que c'est ça aussi la liberté. Comme voter là, tu peux t'inscrire et puis ne pas aller voter. Si tu veux là, il faut aller voter. Personne ne va prendre quelque chose pour te frapper. Ça, il faut que ce soit clair. Ça fait partie de l'expression de notre liberté. C'est pour cela qu'on encourage les partis politiques à mobiliser leurs adhérents à aller se... C'est pourquoi si tu dis que tu es un vrai parti politique, que toi tu es militant, tu peux faire soulèvement populaire là. C'est à toi de convaincre tes militants que tu veux le pouvoir. Allez vous faire enrôler. Comme de la manière le RHDP a fait là. C'est ce que vous auriez dû faire au lieu de se promener dans le vide dans le pays comme Tidiane Thiam. C'était pas le moment de se promener. C'était le moment de dire à ses militants, si vous croyez à notre cause, la sortez, vous allez vous inscrire. C'est le RHDP seul qui a fait ça. Au lieu de rester là pour bander les muscles, pour jouer les durs sur Internet, à faire des débats débiles sur Internet, il fallait convaincre les gens d'aller s'inscrire. C'est nous les gens du RDR, RHDP, on a dit à nos militants, allez vous inscrire. Et nos militants, on a expliqué ça ici du début jusqu'à la fin. Se faire inscrire. Donc si vous étiez des partis qui avaient des militants, se faire inscrire, et si vous étiez en connexion avec vos militants, vous n'aurez dû pas avoir de problème. Mais en réalité, vous n'avez pas de militants. Et donc arrêtez ce mensonge-là. Ce n'est pas la durée qui va faire que vous aurez des militants. Même si on met pendant 1000 ans, vous n'aurez pas de militants. Donc c'est une perte de temps. Et c'est une fuite en avant. Je voudrais me réjouir que cette année, les choses se soient bien passées. Parce que ce à quoi nous étions habitués dans ce pays, c'était le boycott systématique. Il dit même là, cette année même, on doit être heureux.
Parce qu'il y a des années où on a vu les inscriptions là, il y avait le boycott. Il y a des partis politiques qui boycottaient. Or, cette année-là, il n'y a aucun parti politique qui a boycotté. Donc là, cette année-là, chaque parti politique a vu lui-même son propre poids face à un processus qui n'a pas été contesté. L'enrôlement n'a pas été contesté. Il n'y a pas eu de boycott venant d'un parti politique. Ça veut dire que chacun a eu le temps de mesurer sa propre force à travers son lien avec ses militants sur le terrain. Les gens refusaient de rentrer dans le processus. Je tiens ici à saluer donc la maturité qui a gagné les acteurs politiques, de sorte que aujourd'hui tous se soient inscrits donc dans ce processus et aient demandé à leurs partisans donc d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Les fois passées, c'est vrai qu'on n'atteignait pas les objectifs. Comme il y en avait certains qui boycottaient, on pouvait imaginer que c'était très certainement leurs partisans qui étaient les plus nombreux. Aujourd'hui, tout le monde est rentré dans le processus. Nous n'avons toujours pas atteint les objectifs que la commission. Il dit, avant quand des gens boycottaient là, ça pouvait créer des doutes. Nous, on ne va pas. Nous là, tant que Gbagbo n'est pas, on ne va pas. Mais cette fois-ci là, il n'y a personne qui a boycotté. Mais pourtant, on n'a pas vu vos militants. Vos millions de militants, on ne les a pas vus. PDCI, où sont les 8 000, 12 millions de personnes? On ne les a pas vus. Donc, en réalité, vous criez pour nous vendre du vent, mais vous n'avez pas de militants. C'est ce que... Conseil des ministres, le président était là-bas. Le monsieur que vous voyez là, il ne peut pas parler dans le vide. C'est la position du gouvernement qui est là qu'on vous dit. Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire. Nous, on explique simplement. Donc, avant, vous criez pour vous donner une importance. Déjà, vous n'avez même pas de militants. Et ça, tout le monde l'a vu cette fois-ci. La commission électorale s'est fixée. Le problème est certainement ailleurs. Il faut peut-être encourager davantage nos jeunes à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Une communication est faite en la matière. La commission électorale communique, le gouvernement communique, les partis politiques communiquent. Si au bout, on n'a pas atteint les objectifs, je ne crois pas que ce soit en repoussant ad vitam aeternam que nous allons faire évoluer les choses. Il dit, chaque parti politique, puisque personne n'a boycotté, le gouvernement a informé les gens, la CE même a lancé des communiqués, et les différents partis politiques ont joué leur rôle. Il dit, c'est pas en disant de repousser indéfiniment qu'on va atteindre les gens. Et donc là, ça veut dire que c'est fini. On ne va plus encore revenir sur ça. Au-delà de cela, il y a des délais constitutionnels d'organisation. Il dit après cela, la constitution de la Côte d'Ivoire là, donne des délais pour organiser des élections et le processus électoral. On ne peut pas aussi violer ça. De l'élection. On ne peut pas repousser, donc, je dirais, de façon éternelle, cette première partie du processus qui peut impacter les autres parties. Parce que nous allons rentrer bientôt dans la phase donc, du contentieux. Nous allons rentrer aussi dans la phase de la publication de la liste électorale qui doit se faire à un certain moment avant l'organisation des élections. Donc il ne faut pas perturber tout ce processus. La commission électorale indépendante a calé des dates en tenant compte de l'organisation de l'élection présidentielle. Je voudrais préciser. Et donc, vous voyez donc que tout est bien organisé et on ne peut pas faire plaisir à quelqu'un. Les choses vont bien se passer. Et il tient à dire ceci. Ça, c'est très important. Élection présidentielle, là, tout le monde sait quand ça se passe. On ne peut pas jouer. On n'est pas dans un pays défaillant. On n'est pas dans un pays en guerre. On est dans un pays où les institutions fonctionnent. Les choses vont aller selon les normes constitutionnelles. Que dans notre pays, l'élection présidentielle est la seule élection dont tout le monde connaît la date. Il appartient à chacun de se préparer. Parce que c'est la seule élection dont la date est connue de tous. C'est le dernier samedi du mois d'octobre. Donc tout le monde peut trouver cette date et prendre les dispositions en la matière. Il dit donc, tout le monde sait que c'est le dernier samedi du mois d'octobre qu'on organise l'élection. Donc là, vous allez crier, vous allez sauter, vous allez descendre. Ça va se tenir à ça. Dans votre plan là, ça a échoué. Apprêtez-vous pour aller au présidentiel.
Et c'est là que je vais terminer avec une conclusion. Il est bien d'être considéré comme généreux, mais cette qualité ne doit pas être exercée si généreusement qu'elle soit perçue comme une faiblesse, disait Nicolas Machiavel. Il y a un petit livre qu'on appelle Le Prince. Il dit, être généreux là, c'est une bonne chose. Il dit, mais ta générosité là, si les gens veulent prendre ça comme une faiblesse, en ce moment-là, il faut de la rigueur. Et c'est là que vous allez comprendre que si on a organisé l'État de Côte d'Ivoire, stabilisé les institutions, ce n'est pas pour être des plaisantins. L'État peut être conciliant, l'État peut être bon, mais l'État, après tout, demeure le Léviathan. On ne joue pas avec lui. C'est un monstre très froid qui peut vous broyer. Et ça, c'est ce que je suis en train de dire, la pensée de Nicolas Machiavel. Je vais le mettre en rapport avec un fait direct pour que vous compreniez une fois, parce que vous semblez oublier la réalité. Qui se souvient du samedi 17 août 2024 à Mans? Il y avait une réunion où le ministre de la Défense, depuis la ville de Mans, qui se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a dit ceci. Et je vais prendre ses propos au style direct pour qu'on se comprenne une bonne fois. Et je vais lire doucement pour que les gens comprennent très bien. Hey, l'amusement est terminé. On entend beaucoup de choses. C'est l'un des hommes les plus informés du pays qui vous dit, le ministre TBO, on entend beaucoup de choses. Du genre, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Il faut faire l'audit de la liste électorale, sinon la Côte d'Ivoire va devenir ceci ou cela. J'ai la chance d'avoir à côté de moi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a présidé le dialogue politique. Le dialogue politique dont on vous parle là, il y a eu plusieurs phases. Et la 5e phase, elle s'est tenue en date du 20 janvier 2022, pour ceux qui ne savent pas. C'est de cela que le ministre TBO est en train de parler. Il dit donc là, celui qui a dirigé ce dialogue-là, quelles étaient les conclusions de ce dialogue? Écoutez très bien. De ce dialogue politique, il est sorti un certain nombre de recommandations qui sont claires pour les partis politiques. Il dit quand ils ont fait ce dialogue politique-là, dans les conclusions-là, il y a des choses qui ont été dites clairement que tous les partis politiques savent. Et ils ont adhéré. Qui étaient donc partie prenante de ce dialogue. Et il a été convenu au cours de ce dialogue politique que si un problème se posait, la Côte d'Ivoire étant un pays qui n'est pas en crise, qu'on se réfère aux institutions de la République pour régler les problèmes qui se posaient. Point. Est-ce que dans la conclusion de la 5e phase du dialogue politique tenu en date du 20 janvier 2022, est-ce que vous vous êtes pas entendu en tant que des partis politiques pour dire qu'il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire? Toutes les institutions de l'État fonctionnent. Si j'ai un problème de justice, je vais à la justice. Si j'ai un problème avec ma femme, je m'arrange à traiter cela avec elle. Si j'ai un problème avec la police, je vais avec la police. Tout le monde est au courant. L'heure de l'amusement est terminée. L'heure de la tergiversation est révolue. Ça, ce sont des recommandations claires et tout le monde a adhéré à ces recommandations. Parlant de l'inscription de la liste du président Gbagbo sur la liste électorale, tout le monde sait les conditions dans lesquelles le président Gbagbo a été déchu de son droit d'électeur et de possible élu, pardon. C'est une décision de justice. Ce que j'ai dit là, vous tapez dans n'importe quel journal, je ne fais que prendre ce qu'il a dit textuellement. C'est pourquoi vous entendez président Gbagbo, sinon moi là, je ne vais jamais dire ça. Ça me fait même mal, mais je reprends au style direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire,
il a pris ici le nom de Gbagbo. Il dit, parlant de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, tout le monde sait ce qui a fait que Laurent Gbagbo, son nom a été enlevé sur la liste électorale. C'est une décision de justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est ça aussi qu'il faut qu'on explique aux uns et aux autres. Peut-être quand je vais dire ça avec une voix d'homme, il ne va pas aimer. Comme il dit que si c'est avec les femmes, lui, il aime là. Je vais mettre une voix de femme pour qu'il entende. 20 ans de prison avec une amende de 329 milliards de francs CFA. C'est le verdict rendu par le juge Sombé Meïté jeudi au tribunal de première instance d'Abidjan pour l'ex-président Laurent Gbagbo et à Gilbert Aké Mbo, son ex-premier ministre, Kone Katina, son ministre du budget, et Désiré Dallo, son ex-ministre de l'économie et des finances. Tous les trois accusés par le ministère public ivoirien pour vol en réunion par infraction portant sur des caves à la BCEAO en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Aussi, c'est UC qui avait dressé les procès-verbaux de constat après ce braquage écope de 36 mois de prison et de 700 000 francs d'amende. Donc, tout le monde a entendu. Ça, c'est la voix d'une journaliste de La Voix d'Amérique. C'est pas moi ma voix. Mais en français simple, ce qu'elle a dit là. Elle dit, il y a 4 personnes. Quand ils ont perdu les élections en 2010, Laurent Gbagbo a volé la victoire d'Alassane Ouattara. Il a demandé à Gilbert Aké Mbo, dans un gouvernement fantoche, lui il était premier ministre, à un certain Désiré Dallo, lui il était ministre de l'économie, et à un certain Kone Katina, ils sont allés braquer la BCEAO. Et ils ont été condamnés, les 4, le jeudi 18 janvier 2018. Si je donne les dates avec les précisions, c'est pour que vous intégriez ça dans vos têtes pour dire ça au gore. Que tout ça là, ça s'est passé, on a tous vu. Ils ont été condamnés au tribunal de première instance d'Abidjan le jeudi 18 janvier 2018. Le juge qui les a condamnés s'appelle Monsieur Sombé Meïté. Gbagbo, tu sais où le tribunal de première instance d'Abidjan se trouve. Sombé Meïté, là, il est encore vivant. Et les raisons qui ont fait, ça aussi, il faut qu'on explique aux gens. Les raisons qui ont fait que vous avez été jugé, il faut qu'on explique. Ce n'est pas l'État de la Côte d'Ivoire qui a posé plainte contre vous. Ça, il faut qu'on explique très bien pour que les gens comprennent. L'État de la Côte d'Ivoire a été saisi par la BCEAO qui s'est plaint pour dire, vous êtes un État membre, voilà que certains de vos citoyens dans l'illégalité ont commis un certain nombre de crimes. Nous voudrions que vous preniez vos responsabilités. Et donc, si l'État de Côte d'Ivoire ne prenait pas ses responsabilités, à travers ses instruments de justice, alors là, la BCEAO serait en droit de poursuivre l'État de Côte d'Ivoire parce qu'il serait en train de couvrir des criminels. Or, comme l'État de Côte d'Ivoire n'est pas constitué d'une bande de criminels sous le gouvernement de M. le Président Alassane Ouattara, ils ont donc utilisé les instruments de la justice ivoirienne pour poursuivre les personnes citées par la BCEAO. Ces personnes que la BCEAO accusait de vol en réunion par effraction portant sur les caves de la BCEAO et des numéraires. Premier motif, la BCEAO dit qu'il y a des gens qui se sont réunis en groupe. Ils sont allés, ils ont cassé leurs portes et puis ils ont volé dans leur banque, dans leur coffre-fort et puis ils ont volé l'argent. Ça fait 1. Deuxième, complicité de vol en réunion par effraction. Ça a été planifié avec des complices et ils sont venus, ils ont cassé l'institution qui ne leur appartenait pas. Troisième, destruction d'une installation appartenant à autrui.
Ce qui ne t'appartient pas là, quand tu gâtes, tu dois payer. Ça fait 3. Détournement des deniers publics. Après des réquisitions ordonnées par le dernier gouvernement Gbagbo lors de la crise électorale de 2010-2011. Et l'argent que vous avez pris, ça a été détourné parce que ça n'a pas servi à payer les fonctionnaires. Si ça payait les fonctionnaires, allez dans les livres de compte pour le prouver. Vous avez pris l'argent, vous avez réquisitionné des banques, mais l'argent là-haut. Donc, voilà les causes pour lesquelles Laurent Gbagbo a été condamné. Laurent Gbagbo, je t'ai donné le nom du juge, il s'appelle Sombé Meïté. Tu peux te gonfler, aller au tribunal de première instance d'Abidjan. Tu dois, où est Sombé Meïté? Et puis maintenant, là, tu te dégonfles sur lui. Ils t'ont condamné avec tes compères à 20 ans de prison et puis 329 milliards de francs CFA d'amende. Ça aussi, il faut qu'on te dise ça. Donc, le ministre TBO continue ce qu'il disait. Que le PPACI aille vers la justice pour régler ce problème. Ce n'est pas autrement qu'on peut régler ce problème. Il n'y aura pas une autre méthode. C'est la justice qui va régler ce problème-là. Dire que si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection, il faut qu'on arrête de s'amuser. Il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas à cause d'une personne qu'on va mettre le feu à la Côte d'Ivoire, a prévenu le ministre TBO. Point. Et c'est fini. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là. On est extrêmement pris par le temps. Ceux qui pensent qu'ils ont peut-être 1 ou 2 mots à dire, on va vous demander de vous signaler et on va pouvoir vous laisser la parole. Mais peut-être en 2 ou 3 minutes, ça sera tout, puisqu'il ne nous reste plus que 10 minutes, ou bien une quinzaine de minutes à peine. Ceux qui pensent que vraiment, ils ont quelque chose à dire, vous pouvez vous signaler pour qu'on vous laisse parler rapidement. Mais on ne pourra pas laisser les gens parler plus de 2-3 minutes. Donc, je dis merci à tous. Et ceux qui voudraient certainement dire 1 ou 2 mots, nous vous disons merci. S'il n'y a personne, en tout cas le direct est fini. On va fermer. On est déjà pris par le temps et on va pouvoir vaquer à nos occupations. Il y a déjà un frère qui appelle. Il va rapidement s'exprimer en 2 minutes maximum pour laisser la parole. Et bonjour, ouais. Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? On vous laisse 2 minutes. Yeah. Voilà. Oh, bon, ok, 2 minutes. So... Ah, mais en 2 minutes, ok, je vais dire l'essentiel rapidement. C'était pour, une fois de plus, dire à nos, aux partis de ne pas être toujours dans la réaction, quoi. Et souvent aussi, il faut être dans l'offensive. Et je pense que tu leur donnes assez d'ammunition aussi, nuit et jour, pour être dans l'offensive. C'était pour parler un peu, tu vois cette histoire des e-emploi jusqu'à le frère Fadiga, mon frère était obligé de venir donner des justifications. Je pense pas qu'on va continuer comme ça face à ces ignares-là. Comme on ne leur applique pas la loi, ils peuvent diffamer, dire du n'importe quoi et aller s'asseoir gardement chez eux. So, j'aimerais sincèrement dire que qu'ils reprennent comment on appelait ça, cette histoire de le parti organisait des choses, j'ai oublié le nom, hein, frère, comment on est pris par le temps. Le mercredi du RHDP. Voilà. So, une branche rapidement. Je t'écoutais récemment, tu démontrais comment ils sont arrivés par un coup d'État renversé qui en 2000. So, en réalité, Gbagbo n'a jamais été élu dans une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une avenue, tu peux attaquer ces gens-là. Et ils seront obligés de se défendre. Nous, on ne peut pas être toujours dans la réaction. Or, c'est nous, on a la vérité de notre côté. Ah ouais, c'est ce que je voulais dire, hein, frère, pour ne pas prendre ton temps. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente journée. Ah, merci. Merci beaucoup.
Oui, bonjour, cher frère. On va vous laisser vos 2 minutes. Oui. Oui. Ok, oui. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Grand frère, j'aimerais revenir sur l'affaire de Gafi là. Chers parents ivoiriens, vous voyez, les gens qui se lèvent pour dire on veut marcher pour lutter contre la vie chère, on veut lutter contre la vie chère, on veut lutter contre la vie chère là. Voici un exemple concret de ce que le gouvernement fait pour lutter contre la vie chère. Donc, les gens qui se lèvent là pour dire la vie est chère là, ils sont où? Donc, si demain matin là, les gens viennent pour vous dire qu'on n'a qu'à se lever pour aller marcher contre la vie chère là, est-ce qu'ils sont sérieux? Le gouvernement est en train de mettre des choses en place pour traquer tous ceux qui font du blanchiment d'argent, qui font que les choses sont chères dans la ville. Ils sont bouche bée, ces soi-disant organisations qui luttent contre la vie chère. Ils sont où? Ils n'ont pas sorti pour soutenir le gouvernement, mais ils ne le feront pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, chers parents. Donc, s'il vous plaît, les gens qui vont se lever dorénavant pour vous dire de venir marcher contre la vie chère là, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs, parce que là où on a besoin d'eux pour lutter contre Gafi là, on ne les voit pas. Donc, sachez qu'ils suivent dorénavant pour lutter contre la vie chère. Je termine avec, j'ai vu un article sur Kwasio.com concernant les anciens de la FESI qui dénoncent le fait qu'il y a eu des mesures qui ont été prises alors que les enquêtes sont en cours. J'aimerais dire au gouvernement, il y a le code pénal, au niveau de l'article 185 du code pénal, qui dit qu'il faut s'en prendre à tous ceux qui font l'apologie du crime là, il faut les traquer. Donc je ne suis pas d'accord que les anciens de la FESI se lèvent aujourd'hui pour essayer de soutenir des criminels de la FESI qui ont tué des gens. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc il faudrait que le gouvernement fasse un travail qui est complet. Si ces anciens de la FESI là se lèvent pour dire qu'ils veulent dénoncer ce qui s'est passé par rapport à la FESI là, on n'a qu'à les arrêter aussi. C'est ce que j'aimerais dire, grand frère. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Alors? Oui. Oui, bonjour, monsieur Éclaireur. Bonjour, le grand maître. On vous laisse 2 minutes. Oh, ok, je vais aller vite. Et je voulais remercier notre justice, la justice ivoirienne, pour l'excellent boulot qu'ils font toujours et que vous avez beaucoup dénoncé. Je crois qu'ils se sont améliorés aujourd'hui, ça va bien. Et Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Je suis vraiment content. C'est vraiment quelque chose à saluer. Et on sent maintenant que la justice ivoirienne est là. La justice est vraiment là sur le terrain. C'est très bon. Maintenant, il y a un deuxième problème qui arrive, monsieur l'éclaireur. Peut-être que ça va venir ou pas. C'est quand le président Ouattara va annoncer, j'ai dit peut-être quoi. Je mets au conditionnel, si il dit qu'il ne serait pas candidat, pourtant il a le droit de se présenter. Et je crois que c'est ce qui serait le problème pour nous les militants RDR, que nous allons sortir dans les rues pour le réclamer encore quoi. Donc ça c'est le problème. Donc maintenant, il faut que vous commencez à sensibiliser autour de lui à ce qu'il se présente. Parce que je crois que cette fois-ci, il annonce qu'il ne va pas se présenter, et ça va aller, ça ne serait pas bon du tout. Donc c'est ce que moi je voulais expliquer quoi. Okay. Je voudrais vous rassurer sur une chose. Est-ce que vous avez entendu le président dire qu'il ne se présentera pas? Non, on n'a pas encore entendu, mais comme souvent, il fait des surprises. Parce que la fois passée, on a beaucoup On a 2 minutes, nous avons 2 minutes. Vous avez parlé, c'est à moi maintenant de parler. Si vous laissez la parole, je vais parler. On a 2 minutes. Oui, oui. Voilà. Vous avez fini de parler, je suis en train de développer. Merci. Voilà. Le président, toutes les institutions du parti ont toujours demandé que le président soit notre candidat. Il n'a certes pas donné de réponse, mais je peux vous dire qu'avant-hier, Afingue Saman, qui est opposant, a dit que Ouattara va se présenter. Donc nous, les militants du RHDP, c'est à nous de rester sereins et notre candidat... Ok, donc nous allons vous dire vraiment merci beaucoup.
On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup, Il n'y a monsieur pas de le problème. clerc. Merci beaucoup. Ok. Alors? Alors? Allô? Oui, bonjour, cher maire. On vous laisse 2 minutes. Affaire éclaireur pro vérité. Match, vous n'avez brûlé à des mais nous, oui, on a pas multiplié, vous, n'a qu'à la vie, n'est cher, Côte d'Ivoire, au Bouzien, au bonnet, à Brest, Stéphane Wada, à Couture, au don, la comédie jouée, mais vous agree, vous play une drogue. Une prostitution, mais nous avons nous circuler oui, et la vie est chère, que vous avez passé, oui, nous a dit, nous a dit, donc, on est vigilance, parce que nous avons escroquerie, nous, il y a un détournement, nous, il y a corruption, nous, on va écrire, on va tout dire, on va mourir, il y a gros, on va all group, all the dénoncer. Ouais, grave, I don't know, already à point, on est réalisé nous, même à tiers, moi pour vous saigner, éclairer, et quoi? Merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment. On vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci. Bon Juma Moubarak. Merci beaucoup. Alors? Bon chef. Bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Tu vas très bien, toi? Oui, ça va. Et la famille? La famille va très bien. Donc, on va vous laisser votre temps. Ok, bonjour à tous les DPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous allons dire encore merci à Dieu pour ce vendredi et pour cette séance de l'émission Éclaireur pour vérité. Ok, vraiment que Dieu nous garde et que Dieu ait sa main sur la Côte d'Ivoire, que Dieu protège papa de tous ceux qui sont autour de lui et que Dieu ait sa main toujours sur nos forces de l'ordre qui donnent la paix et la sécurité à la Côte d'Ivoire. Et cher RHDP, chers militants RDR, RHDP, arrêtez de vous poser des questions si le président sera candidat ou pas. C'est comme si vous-même là, est-ce que vous souhaitez qu'il soit président, comme vous le dites? Priez pour le monsieur. Prions que Dieu lui donne santé et longévité. La Côte d'Ivoire a toujours besoin de lui. Tout le monde dit, son entourage dit, il sera le candidat. Maintenant, quel est notre problème? Arrêtez et prions pour ce monsieur que Dieu lui donne santé et longévité. Tant que papa doit santé et la longévité là, il ne refusera pas d'être notre candidat. Et tout le monde le dit qu'il est notre candidat. Donc arrêtez un peu. Pardonnez, arrêtez. Merci l'éclaireur, je m'arrête là, que Dieu nous protège et que Dieu ait sa main sur la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Avoir confiance en soi est une qualité essentielle. Et quand je regarde, toute la Côte d'Ivoire demande aujourd'hui le président. Et je ne crois pas qu'il ait de sa marque de décevoir les gens. Et faisons confiance au président, et comme vous l'avez dit, le plus important pour nous, c'est que Dieu lui donne la santé et longue vie pour qu'on puisse avancer, c'est tout. Et donc, n'ayons pas deux idées en tête. C'est avec le président. Les autres partis veulent que leur momie soit des présidents. Laurent Gbagbo, là, il va être président pour servir à quoi? Mais si eux ne doutent pas, pourquoi nous, les militants, on va douter de quelqu'un qui est potable, de quelqu'un qui est vraiment l'homme politique le plus aguerri? De quoi est-ce que nous doutons? Vraiment, il faut se mettre en dehors des doutes et rester focalisé et convaincre nos militants. C'est le plus important. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci bien, chef. Ouais. Merci. Et bonne journée à toi. Bonne séance de travail aussi. Merci beaucoup, cher maire. À vous pareil. Bye bye. Merci.
Alors? Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, le conquérant. On va vous laisser rapidement du temps. Oui, je vous remercie de me donner la parole, malgré l'agenda chargé. Alors, on va aller rapidement. Cette histoire de Gbagbo, là. Gbagbo, son nom va être sur la liste, son nom va pas être sur la liste. Bon, on va couper court, hein, en français facile. On ne met pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, ce que vous allez faire, faites, on va voir. C'est garçon que tu peux frapper quand tu le vois, tu connais. La surenchère, la manipulation, le trafic d'influence, tout ça, ça ne peut pas passer. Ils se sont déjà mis d'accord comment ils vont saboter le processus électoral et puis les institutions là. Voici pourquoi vous avez vu les Laurent Gbagbo, les Charles Blé Goudé, Simone Eivé, Tidiane Thiam. Tantôt ils attaquent la CEI, tantôt ils disent que le délai est court, tantôt ils disent que les élections vont pas être transparentes. À tout moment, vous voyez que ce sont des récriminations. C'est un plan qui est savamment préparé pour en appeler plus tard aux violences. Mais sur ce point, je vais demander avec insistance au RHDP et au gouvernement de préparer également la contre-attaque. On va beau parler dans ce pays, on se connaît en détail. Vers la fin, ils vont essayer des choses. Ce sera le moment d'en finir définitivement avec cette histoire. Et puis chacun va être libre. Voilà. Donc pour ne pas être long, voici ce que je voudrais dire. Merci. Alors, le concurrent? Oui, j'ai fini de parler. Non, je sais. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont participé. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Mais ce n'est que partie remise. Le dimanche sur TikTok ou bien d'autres jours, on pourra le faire le lundi même. Donc, vous nous en excusez profondément. Et donc, merci à tous. Le concurrent, on va vous laisser la conclusion. Merci beaucoup, portez-vous bien. Dans tous les cas de figure, hein, le pays est en de bonnes mains et on ne va pas hésiter un seul instant. Tel que le pays se porte, c'est de cette manière qu'on va toujours souhaiter que le pays se porte très bien avec le même capitaine à bord. Donc je remercie tout le monde. Excellente fin d'émission. Merci beaucoup. Bien des choses à vous et à toute la famille. Et que la bonté divine demeure en chacun de nous. « 20 ans de prison avec une amende de 329 milliards de francs CFA. C'est le verdict rendu par le juge Sombe Meïté jeudi au tribunal de première instance d'Abidjan pour l'ex-président Laurent Gbagbo et à Gilbert Aké Mbo, son ex-premier ministre, Kone Katina, son ministre du budget, et Désiré Dallo, son ex-ministre de l'économie et des finances. Tous les trois accusés par le ministère public ivoirien pour vol en réunion par infraction portant sur des caves à la BCEAO en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Aussi, c'est UC qui avait dressé les procès-verbaux de constat après ce braquage écope de 36 mois de prison et de 700 000 francs d'amende. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis André Assimian, journaliste à Live TV. La révision de la liste électorale a pris fin le dimanche dernier et certains partis politiques réclament une prolongation de la révision de la liste électorale, sachant qu'on n'a pas atteint les 4,5 millions de nouvelles personnes enrôlées sur la liste électorale. Est-ce que le gouvernement comprend ces revendications de l'opposition? Est-ce qu'on pourrait envisager une nouvelle prolongation? Merci. Déjà, je voudrais signaler que ce n'est pas la première fois que nous n'atteignons pas les objectifs que la commission électorale se fixe en termes donc d'inscription de primo-votants. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. Je ne voudrais pas qu'on en fasse un événement particulier. Les évaluations des primo-votants se font de façon automatique à partir du taux de croissance de la population. Donc on imagine le nombre de personnes qui devraient avoir l'âge de voter.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription sur la liste électorale est libre dans notre pays, tout comme le vote est libre. Ça fait partie de l'expression de notre liberté. C'est pour cela qu'on encourage les partis politiques à mobiliser leurs adhérents à aller se faire inscrire. Et je voudrais me réjouir que cette année, les choses se soient bien passées. Parce que ce à quoi nous étions habitués dans ce pays, c'était le boycott systématique. Les gens refusaient de rentrer dans le processus. Je tiens ici à saluer donc la maturité qui a gagné les acteurs politiques, de sorte que aujourd'hui tous se soient inscrits donc dans ce processus et aient demandé à leurs partisans donc d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Les fois passées, c'est vrai qu'on n'atteignait pas les objectifs. Comme il y en avait certains qui boycottaient, on pouvait imaginer que c'était très certainement leurs partisans qui étaient les plus nombreux. Aujourd'hui, tout le monde est rentré dans le processus. Nous n'avons toujours pas atteint les objectifs que la commission électorale s'est fixés. Le problème est certainement ailleurs. Il faut peut-être encourager davantage nos jeunes à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Une communication est faite en la matière. La commission électorale communique, le gouvernement communique, les partis politiques communiquent. Si au bout on n'a pas atteint les objectifs, je ne crois pas que ce soit en repoussant ad vitam aeternam que nous allons faire évoluer les choses. Au-delà de cela, il y a des délais constitutionnels d'organisation de l'élection. On ne peut pas repousser, donc, je dirais, de façon éternelle, cette première partie du processus qui peut impacter les autres parties, parce que nous allons rentrer bientôt dans la phase donc, du contentieux. Nous allons rentrer aussi dans la phase de la publication de la liste électorale qui doit se faire à un certain moment avant l'organisation des élections. Donc il ne faut pas perturber tout ce processus. La commission électorale indépendante a calé des dates en tenant compte de l'organisation de l'élection présidentielle. Je voudrais préciser que dans notre pays, l'élection présidentielle est la seule élection dont tout le monde connaît la date. Il appartient à chacun de se préparer. Parce que c'est la seule élection dont la date est connue de tous. C'est le dernier samedi du mois d'octobre. Donc tout le monde peut trouver cette date et prendre les dispositions en la matière.